Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute le Macintosh, célèbre micro-ordinateur d'Apple qui introduisit les interfaces graphiques auprès du grand public. Cela tombe bien, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre micro-ordinateur qui propulsa Apple sur le devant de la scène et connut une incroyable longévité. Au milieu des années 70, l'apparition des microprocesseurs permit d'envisager la conception de micro-ordinateurs. Ainsi, en mars 1975, l'Altair 8800, un des premiers micro-ordinateurs américains, fut présenté aux membres du Homebrew Computer Club de la Silicon Valley. Parmi eux, un certain Steve Wozniak examina son architecture. Et il en vint à la conclusion qu'il pourrait concevoir en peu de temps un ordinateur bien plus performant et autrement plus simple. Il choisit pour cela d'utiliser un MOS 6502, un microprocesseur performant et peu coûteux que l'on retrouva quelques années plus tard au cœur de la Famicom et du Commodore 64. Au bout de quelques mois de travail, il présenta un premier prototype fonctionnel à son ami Steve Jobs. Très enthousiaste, ce dernier s'impliqua à son tour dans le projet et parvint à convaincre Wozniak de fonder une société chargée de le produire et de le commercialiser. Apple Computer venait alors d'être lancé. Assemblé de façon artisanale dans le garage de la famille Jobs, l'Apple I fut le premier micro-ordinateur pouvant être facilement doté d'un écran et d'un clavier. De plus, grâce à un programme placé en ROM, il était immédiatement utilisable après son démarrage. Et ce, au contraire de l'Altair, qui nécessitait de manipuler préalablement de nombreux interrupteurs afin d'entrer une séquence d'initialisation en code binaire. Armé de ces caractéristiques novatrices et proposé à un prix avantageux, l'Apple I connut un certain succès dans la région après sa sortie en juillet 1976. Malgré cela, Wozniak travaillait depuis longtemps déjà à la conception d'un ordinateur bien plus performant. Tandis que Steve Jobs savait lui que l'Apple I était trop primitif pour intéresser un large public. Apple Computer concentra alors toute son énergie pour finaliser un nouveau modèle, l'Apple II. Toujours architecturé autour d'un 6502 à 1 MHz, l'Apple II reprenait la conception globale de son prédécesseur, mais en y apportant plusieurs améliorations substantielles. Tout d'abord, la présence, en standard, d'une interface permettant de piloter un magnétophone, simplifier le chargement de programmes stockés sur cassette. Ce qui permit d'emblée à des éditeurs tiers d'exploiter cette toute nouvelle machine. Un BASIC performant et très documenté était d'ailleurs disponible dans une mémoire ROM, offrant la possibilité à tout utilisateur de réaliser facilement ses propres programmes. Enfin, un haut-parleur, directement piloté par le 6502, pouvait générer du son et des musiques sommaires. Mais c'est dans le domaine du graphisme que l'Apple II s'avéra véritablement révolutionnaire. Alors que ses concurrents n'étaient capables d'afficher que du texte, et ce, uniquement en noir et blanc, l'Apple II bénéficiait, lui, de plusieurs modes graphiques. Parmi eux, il existait notamment un mode capable d'afficher des images couleurs de 140 par 192 pixels. Ce mode dénommé IRES utilisait une astuce rendue possible par la norme de télévision américaine NTSC. Ainsi, pour afficher une image, le vidéoscanner était chargé de lire une mémoire contenant les points à envoyer au téléviseur. Mais les lignes présentes dans cette mémoire, au lieu de contenir 140 points, en contenaient ici le double. En fonction de l'alternance de ces points à afficher, le signal analogique obtenu pouvait créer des interférences en marge des spécifications de la version noir et blanc du NTSC, ce qui avait pour conséquence de faire apparaître certaines nuances très particulières sur un écran NTSC couleur. Ainsi, 2 points allumés donnaient un pixel blanc et 2 points éteints un pixel noir. L'alternance des points allumés et éteints générait quant à elle des pixels magenta, vert, bleu ou orange en fonction de leur position et des timings programmés. Grâce à cette astuce, la génération d'une image couleur s'avérait peu compliquée d'un point de vue hardware. Mais elle s'accompagnait aussi fréquemment de l'apparition d'artefacts qui demandaient par conséquent une grande rigueur dans la programmation afin de les minimiser au maximum. Une caractéristique qui n'empêcha pas les graphistes et les programmeurs de profiter pleinement de ces nouvelles possibilités offertes aux jeux vidéo sur micro. Et ce, d'autant plus que l'Apple II était également capable de double buffering, une technique indispensable à la réalisation d'animations fluides. Ce fut ainsi qu'en 1979, Roberta Williams et son mari Ken fondèrent leur société et développèrent le premier jeu d'aventure graphique de l'histoire, Mystery House. Son succès fut immense et leur studio, Sierra Online, allait devenir un acteur majeur des années 80. La facilité de programmation et de publication sur l'Apple II permit également à de nombreux autres développeurs d'exprimer leur talent. Citons par exemple Richard Garriott, à l'origine de la série des Ultima, ou encore Jordan Mechner, le créateur de Karateka et de Prince of Persia.
Apple décida très tôt de soigner au maximum l'aspect de sa machine et de lui donner une allure plus professionnelle. Ce qui amena la conception d'un bloc d'alimentation très novateur pour l'époque. Cette alim à découpage était basée sur des transistors jouant le rôle d'interrupteurs extrêmement rapides. Plus compacte et plus fiable que les alimentations linéaires classiques, elle put ainsi être intégrée directement dans le boîtier. L'Apple II était enfin doté d'un bus d'extension très simple d'utilisation et surtout entièrement documenté. Ainsi, de nombreux bricoleurs allaient pouvoir imaginer de nouveaux usages et développer des cartes d'extension appropriées, ce qui s'avéra rapidement être un atout crucial. Mais il apparut également que lire un programme à partir d'un lecteur de cassette s'avérait trop limité pour certaines applications exigeantes. Steve Wozniak travailla alors à équiper son ordinateur d'un lecteur de disquettes. Afin de réduire les coûts, il décida que la plupart des fonctionnalités de contrôle seraient prises en charge directement par le 6502 au lieu d'employer des puces dédiées. Le disque 2 devint ainsi le lecteur le moins cher du marché et grâce au bus d'extension, il pouvait également être employé par toutes les machines déjà vendues. Une mise à jour, l'Apple II Plus, sortie en 1979. Suite à cela, Apple décida d'arrêter l'évolution de l'Apple II pour se concentrer sur le développement de toutes nouvelles machines à l'architecture plus moderne. Et ce, afin de ne pas se laisser dépasser par la concurrence qui proposait des ordinateurs de plus en plus performants. Ce fut ainsi que sortirent au tout début des années 80 l'Apple III et le Lisa. Mais malheureusement, ces deux nouvelles machines connurent un échec cuisant. Tandis que l'Apple II restait lui porté par une très grande Logitech et surtout d'innombrables cartes d'extension en tout genre. Jeux, serveurs BBS, domotique. L'Apple II, ainsi équipé, pouvait répondre à de nombreuses problématiques et continuait alors à afficher une insolente santé. Apple se résolut donc à poursuivre les améliorations sur son unique modèle rentable. Le 2E, sorti en janvier 1983, bénéficiant de plus de mémoire ainsi que de la couleur pour les téléviseurs européens. Un modèle portatif, le 2C, fut commercialisé à partir de 1984, intégrant directement bon nombre d'améliorations offertes par certaines cartes d'extension. Enfin, le 2GS était lui un véritable ordinateur 16 bits doté d'une interface graphique directement inspirée de celle du Macintosh. Bien que largement dépassé techniquement, les développeurs américains continuèrent encore longtemps à supporter l'Apple II. Ils parvinrent ainsi à totalement le maîtriser, lui permettant de conserver une certaine importance durant toute une décennie. Ce qui amena la sortie en 1989 de Prince of Persia, développé nativement pour l'Apple IIe et qui se révéla alors d'une qualité impensable pour une machine sortie 12 ans auparavant. L'incroyable longévité de l'Apple II surprit jusqu'à ses concepteurs. Et ce ne fut finalement qu'en 1993 que le dernier 2E fut retiré du catalogue. Lorsqu'en 1980, IBM se décida à se lancer sur le marché de la micro-informatique, la plupart des ingénieurs travaillant sur le projet en possédaient un. Et de ce fait, ils comprirent que l'une des clés du succès du futur IBM PC serait de le rendre tout aussi extensible. Mais ça, c'est une autre histoire.